Un PDG millionnaire a aidé une femme pauvre sous la pluie avec un enfant. Il les a accueillis chez lui, mais en rentrant plus tôt du travail, ce qu'il a vu l'a laissé sans voix. La pluie tombait drue sur les toits de Paris, transformant les ruelles du 6e arrondissement en coulées d'argent liquide sous les réverbères. Il était presque 11 heures du soir lorsque la voiture noire d'Émile Laurent glissa silencieusement sur le pavé humide, ses phares découpant des éclats de lumière dans le voile pluvieux. Le dirigeant de Laurent Technologies, fraîchement sorti d'une réunion interminable, s'enfonçait dans les pensées froides et méthodiques qui occupaient d'ordinaire tout son esprit. Sa vie était rythmée, précise, encadrée, chaque minute justifiée par une décision, un rendement, une stratégie. Mais ce soir-là, quelque chose fissura la surface lisse de sa routine. Alors qu'il passait devant une boulangerie fermée, il aperçut une silhouette accroupie sous la marquise. Une femme, trempée, tentait en vain de protéger un petit corps serré contre sa poitrine. Leurs vêtements étaient si mouillés qu'ils semblaient collés à leur peau, et la femme, les yeux fixés vers le sol, tenait dans ses bras un enfant que la pluie n'épargnait guère. Émile ralentit, incertain. D'ordinaire, il aurait poursuivi sa route, mais un mouvement brusque de l'enfant, un frisson peut-être, le fit freiner. Il resta là quelques secondes, indécis, la main sur le levier de vitesse, avant d'ouvrir lentement la portière côté passager. « Vous avez besoin d'aide » demanda-t-il d'une voix retenue, presque formelle. La femme tourna la tête avec lenteur. Ses cheveux ruisselaient, son visage était marqué par la fatigue. Elle ne répondit pas tout de suite, ses bras se resserrant autour de l'enfant, comme si elle craignait une menace. Émile, sentant sa nervosité, ajouta « Je ne veux pas vous effrayer. Montez, il pleut trop fort pour rester là. » Elle hésita, regarda brièvement la rue vide, puis l'homme dans la voiture. Il portait un costume sobre, une montre luxueuse brillait à son poignet. Mais ses yeux, clairs et calmes, ne montraient aucune hostilité. Finalement, elle se redressa avec précaution et installa doucement l'enfant à l'arrière, avant de monter elle-même à l'avant, tremblante. « Merci » murmura-t-elle sans oser le regarder. « Où puis-je vous conduire ?» Elle secoua la tête. « Nulle part. Je ne sais pas. Juste un endroit sec. » Émile resta silencieux quelques instants. Il pouvait sentir le froid qui émanait d'eux, le désarroi suspendu dans l'air confiné de l'habitacle. L'enfant, un petit garçon d'environ 4, le regardait avec de grands yeux fatigués. Il se contenta de sourire sans rien dire. Ce regard-là perça quelque chose en lui. Il redémarra sans un mot. 15 minutes plus tard, il s'engouffrait dans l'allée menant à sa demeure. Une maison discrète et élégante près du parc Montsouris, protégée par une haie bien taillée et des grilles automatiques. Claire, il apprit son nom plus tard, le suivit sans bruit jusqu'à l'intérieur. Émile prit quelques serviettes dans une armoire du vestibule et les tendit à la mère, avant de s'agenouiller devant le garçon pour lui enlever ses chaussures trempées. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Louis » souffla l'enfant. Ce fut la première chose claire et distincte qu'il entendit dans cette nuit saturée de pluie. Claire remercia une nouvelle fois, cette fois en le regardant, brièvement dans les yeux. Il y avait une panique contenue, mais aussi une dignité farouche dans son regard. Émile ne fit pas de commentaires. Il les guida jusqu'à une chambre d'amis à l'étage et leur laissa le nécessaire pour se changer, puis se retira dans son bureau, comme si cette décision n'avait été qu'un simple geste civique. Mais dans le silence qui suivit, alors que la pluie continuait à battre les vitres avec la régularité d'un métronome triste, Émile comprit que quelque chose de fondamental venait de bouger. Il ne savait pas encore quoi, ni pourquoi, mais cette rencontre, aussi improbable qu'elle fût, avait brisé un équilibre qu'il croyait inébranlable. La nuit fut longue. Malgré le confort de son lit et la chaleur familière de sa chambre, Émile ne parvenait pas à fermer l'œil. L'image de la femme et de l'enfant assis sous la marquise revenait en boucle dans son esprit. Il s'était surpris à penser non pas aux chiffres du dernier trimestre, ni aux négociations en cours avec des investisseurs américains, mais à ce petit garçon dont les doigts glacés avaient effleuré les siens lorsqu'il lui avait retiré ses chaussures. Il y avait eu dans ce contact une innocence si désarmante que cela l'avait déstabilisé. Au matin, il descendit dans la cuisine. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Il avait l'habitude de ce calme pesant, mais aujourd'hui cela lui parut étrangement vide. Il prépara du café,
puis monta lentement l'escalier vers la chambre d'Amy. Avant d'ouvrir la porte, il frappa doucement. « Claire ?» Pas de réponse. Il attendit, puis poussa la porte. Elle était ouverte. Claire se tenait debout près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la rue. Elle s'était changée. Il avait laissé des vêtements propres devant la porte pendant la nuit. Louis dormait encore, recroquevillé sur le lit, ses boucles blondes éparpillées sur l'oreiller. Elle se retourna en entendant Émile, mais ne dit rien. « Je voulais juste savoir si vous aviez besoin de quelque chose, » dit-il. Elle baissa les yeux, puis hocha lentement la tête. « Non, merci pour tout. Nous partirons dès que la pluie s'arrête. » Il observa ses traits tirés, les cernes sous ses yeux, la tension dans sa mâchoire. Il savait qu'il aurait dû dire quelque chose de neutre, lui souhaiter bonne chance puis retourner à ses affaires, mais il n'y arriva pas. « Vous n'avez nulle part où aller, n'est-ce pas ?» Claire ne répondit pas, mais son silence fut plus éloquent que n'importe quelle confession. Il soupira, passa une main dans ses cheveux sombres, puis déclara, presque à contre-cœur, « Vous pouvez rester ici le temps qu'il faudra. » Elle leva les yeux, surprise, méfiante. « Pourquoi ?» demanda-t-elle sur la défensive. Émile haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être parce que personne ne mérite de rester sous la pluie avec un enfant. Peut-être parce que Louis me rappelle quelque chose. Ou peut-être parce que je peux me le permettre. » Il s'attendait à un refus, une fuite, une réaction quelconque. Mais Claire, après un moment, acquiesça silencieusement. Elle semblait lasse de lutter contre tout. Les jours suivants, une nouvelle routine s'installa, doucement dans la maison. Claire cuisinait parfois en silence. Louis, quant à lui, s'adaptait avec une aisance déconcertante. Il explorait les pièces, jouait avec des objets qu'Émile avait oubliés depuis des années. Parfois, il suivait le PDG dans son bureau, s'asseyait par terre avec des crayons et gribouillait pendant que l'homme travaillait. Émile, contre toute logique, ne le renvoyait jamais. Le soir, ils partageaient des repas simples. Claire restait réservée, répondait poliment mais évitait les détails. Émile, pourtant si analytique, choisit de ne pas poser de questions. Il sentait qu'il devait gagner leur confiance, que précipiter les choses les ferait fuir. Mais malgré ses efforts de retenue, il ne pouvait ignorer la fascination qui naissait en lui. Il y avait dans les gestes de Claire une grâce discrète, une force contenue qui lui rappelait des souvenirs enfouis. Louis, lui renvoyait une image oubliée de tendresse, quelque chose qu'il avait exclu de sa vie d'adulte. L'enfant riait parfois d'un rien, et ce son clair résonnait dans les murs froids de la maison, la réchauffant imperceptiblement. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à sortir pour une réunion, Émile s'arrêta sur le pas de la porte. Claire et Louis étaient dans le jardin, emmitouflés dans des manteaux. Il les observa un instant à travers la baie vitrée. Elle lui montrait comment planter une graine dans un pot de terre, et le petit hochait la tête avec une concentration presque solennelle. Il se sentit alors déchiré. Ce n'était pas sa vie, ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Et pourtant, une part de lui résistait à l'idée de revenir à l'ancienne normalité. Il monta dans sa voiture avec un poids nouveau sur la poitrine, celui de quelqu'un qui commence à comprendre que ses certitudes ne sont plus immuables. Ce soir-là, à son retour, il annonça qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'ils en avaient besoin. Pas pour quelques jours, pas jusqu'à ce que la pluie cesse, indéfiniment, s'il le souhaitait. Claire ne répondit pas tout, de suite. Mais dans ses yeux, pour la première fois, il crut lire quelque chose qui n'était ni peur, ni méfiance, ni fatigue. Peut-être de la gratitude, peut-être un début d'espoir. Les jours devinrent semaines, et la présence de Claire et de Louis dans la maison d'Émile s'inscrivit peu à peu dans une routine étrange, silencieuse, mais apaisante. Ce qui avait commencé comme un geste spontané s'était transformé en cohabitation tacite. Aucun contrat, aucune promesse, simplement une tolérance réciproque qui s'adaptait, lentement, à l'espace partagé. Claire demeurait discrète, presque effacée. Elle se levait tôt, préparait parfois le petit déjeuner, s'occupait du linge, lisait en silence dans un coin du salon pendant que Louis jouait dans le jardin ou dessinait à la table de la cuisine. Elle parlait peu, évitait les conversations personnelles et répondait aux questions d'Émile par des phrases brèves, polies, sans jamais s'aventurer dans le passé. Louis, en revanche, s'ouvrait de jour en jour. L'enfant semblait avoir trouvé en Émile une présence rassurante. Il se glissait dans son bureau avec un naturel désarmant, posait 1000 questions sur les objets électroniques, les câbles, les écrans, les prototypes épars que le PDG conservait comme des reliques de ses débuts.
Émile, qui n'avait jamais été à l'aise avec les enfants, se surprenait à répondre avec patience, à expliquer des choses qu'il pensait réservées aux ingénieurs. Une nuit, alors qu'il lisait un rapport dans son bureau, il entendit de petits pas descendre l'escalier. Louis apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un livre contre sa poitrine. « Tu peux me le lire » demanda-t-il timidement. Émile regarda l'horloge. Il était presque minuit. Il hésita, mais devant les yeux brillants de l'enfant, il referma doucement son ordinateur et tendit les bras. « Viens !» Louis grimpa, sur ses genoux comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. Ensemble, ils plongèrent dans un conte sur les étoiles et les animaux de la nuit. Émile lut avec une voix basse, régulière, et sentit le petit corps s'alourdir lentement contre lui. Lorsqu'il termina l'histoire, Louis dormait profondément. Il le porta jusqu'à sa chambre et le coucha doucement, s'attardant quelques secondes à observer son visage paisible. Ce soir-là, quelque chose bascula. Il comprit que cette maison, qui avait été un sanctuaire de solitude et de contrôle, respirait désormais autrement. Claire et Louis ne s'étaient pas contentés de s'y réfugier. Ils y avaient insufflé une chaleur qu'ils n'avaient jamais su construire seuls. Mais cette sérénité naissante s'accompagnait d'un trouble sourd. Émile n'était pas homme à laisser des zones d'ombre dans son existence. Il bâtissait sa vie comme un système d'exploitation, chaque variable maîtrisée, chaque anomalie traquée. Et pourtant, il acceptait sans question les silences de Claire, ses absences de récit, les zones floues de son histoire. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, il tenta une approche. « Claire, vous n'avez jamais parlé de votre famille. Vous avez quelqu'un, des amis ?» Elle releva lentement la tête, ses doigts se crispant légèrement sur la tasse. « Non. » Le ton était sec, définitif. Elle ajouta après un court silence. « Nous n'avons que nous deux. » Émile hocha la tête. Il n'insista pas. Mais la sensation d'inconnu se fit plus pressante. Parfois, il l'observait du coin de l'œil. Elle se mouvait avec prudence, comme quelqu'un en terrain étranger, toujours attentive, toujours sur le qui-vive. Elle vérifiait les verrous 2 fois avant d'aller dormir. Elle gardait toujours un sac à portée de main, prêt à être saisi. Il comprenait que ce n'était pas une simple habitude. Quelque chose dans son passé la poursuivait. Et pourtant, malgré ces indices, il ne pouvait se résoudre à l'interroger franchement. Il y avait chez Claire une vulnérabilité qu'il ne voulait pas heurter. Il avait appris, au fil de leur silence partagé, que certains murs ne se franchissaient pas par la force. Mais un soir, alors qu'il travaillait dans la bibliothèque, il eut un bref instant de doute. Il ouvrit un tiroir à la recherche d'un stylo et aperçut, glissé entre 2 ouvrages sur la cybersécurité, un petit carnet à spirale qui ne lui appartenait pas. Curieux, il l'ouvrit, pensant y trouver les notes oubliées d'un collaborateur. Mais le carnet était vide, sauf pour une seule page déchirée. Dessus, une écriture fine, penchée, visiblement féminine. 3 lignes seulement, en français. « Je n'ai plus le choix. S'il me retrouve, je devrais partir. Mais avant, je reviendrai récupérer ce qui est à moi. » Il referma le carnet, le cœur soudain lourd. Ce n'était pas la peur de l'inconnu qui l'envahissait, mais celle d'une vérité qu'il pressentait douloureuse. Claire n'était pas simplement une femme en détresse. Elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Et désormais, il était impliqué, qu'il le veuille ou non. Le mois de mars approchait, et avec lui, une douceur timide commençait à effleurer les rues parisiennes. Dans la maison d'Émile, les habitudes semblaient s'être installées sans heurts apparents. Claire parlait un peu plus. Louis riait souvent. Et même le personnel de ménage, réduit à une seule visite hebdomadaire, s'étonnait de la présence douce et discrète de la jeune femme et de son fils. Émile, lui, se surprenait à ressentir moins de hâte, moins d'impatience. Il prolongeait ses matinées avant de partir au bureau, se laissait déranger par Louis en pleine lecture de ses rapports, dînait avec eux sans regarder l'heure. Mais quelque chose clochait. La phrase trouvée dans le carnet ne quittait pas ses pensées. Il n'en avait parlé à personne, pas même à Claire. Il l'avait rangée dans un tiroir fermé à clé, comme pour contenir une inquiétude qu'il n'arrivait pas encore à formuler. Depuis cette découverte, il observait davantage, attentif aux gestes, au silence, et peu à peu, d'infimes incohérences se mirent à émerger. Un soir, alors qu'il était monté se coucher plus tard que d'habitude, il traversa le couloir, sombre menant à sa chambre. La porte de la chambre de Claire était entrebâillée. En passant, il entendit sa voix. Elle parlait vite, à voix basse, en français. L'intonation était nerveuse, presque hachée.
Il s'arrêta, le souffle suspendu. « Je sais, non pas maintenant. Il est là. Je ne peux pas, je fais ce que je peux, mais… » Il tendit l'oreille, mais à cet instant, Claire tourna brusquement la tête et vit son ombre projetée sur le mur. Elle s'interrompit aussitôt, raccrochant presque à la volée. Le silence fut brutal. Émile resta figé, puis après quelques secondes, fit un pas en avant et frappa doucement à la porte. « Tout va bien ?» Claire répondit aussitôt d'une voix trop calme. « Oui, juste, un appel tardif. Une amie. » Il la vit ranger son téléphone dans la poche de son gilet. Elle évitait son regard. Il hocha la tête, feignant d'y croire. « Bonne nuit alors. »« Bonne nuit, Émile. » Il regagna sa chambre, mais le sommeil le fuit cette nuit-là. Qui avait-elle appelé? Et pourquoi avait-elle parlé de lui au téléphone comme s'il était un obstacle ou un danger? Elle mentait, c'était certain. Mais dans quel but? Le lendemain matin, Claire agissait comme si de rien n'était. Elle avait préparé du pain perdu pour Louis, qui dévorait son assiette avec enthousiasme. Émile les observa, la tension en lui toujours présente, mais enfouie sous une façade tranquille. Il se mit à fouiller discrètement. Il surveilla son historique d'appels lorsqu'elle laissait son téléphone sur le comptoir. Il nota que la plupart des numéros étaient supprimés après usage, aucune trace de conversation récente. Tout semblait soigneusement effacé. Dans le bureau, il interrogea ses contacts en cybersécurité. Rien d'officiel, rien de grave, mais le nom Claire Dubois apparaissait dans une vieille base de données, associée à une société aujourd'hui dissoute, enregistrée autrefois à Londres. Une entreprise de conseil numérique, Odin, activité floue. Ce détail pourtant anodin ajouta au trouble d'Émile. Un matin, alors qu'il partait pour une réunion importante avec un investisseur coréen, Louis courut vers lui, lui tendant une boîte métallique rouillée. « Regarde, c'est ta maman. Je l'ai trouvée dans son sac. » Il ouvrit machinalement la boîte. À l'intérieur, une vieille montre cassée, une photo abîmée de Claire plus jeune, aux côtés d'un homme qu'il ne reconnaissait pas, et un badge d'entreprise avec le logo d'une société informatique, Kalios. Émile sentit une tension glacée lui traverser la nuque. Il connaissait ce nom. Kalios avait tenté, 6 mois plus tôt, d'acheter une de ses filiales, sans succès. Il s'agissait d'un groupe rival, opaque, aux méthodes agressives. Il reposa les objets dans la boîte, la rendit à Louis en lui, caressant la tête. Il souriait à l'enfant, mais en lui, une certitude prenait racine. Claire n'était pas entrée dans sa vie par hasard. Elle portait un passé qu'elle voulait dissimuler. Mais à mesure qu'il se rapprochait d'elle, ce passé devenait aussi le sien. Les tensions invisibles qui s'étaient accumulées entre les murs de la maison d'Émile commençaient à devenir palpables. Le calme apparent de Claire, la joie spontanée de Louis et les routines tranquilles ne suffisaient plus à dissimuler la suspicion qui s'installait. Chaque regard fuyant, chaque silence prolongé renforçait l'impression qu'une vérité lourde planait au-dessus d'eux, suspendue dans l'air comme une promesse de tempête. Émile, toujours méthodique, décida de prendre du recul. Plutôt que de confronter directement Claire, il préféra observer. Il passait de plus en plus de temps dans sa bibliothèque, un espace vaste et élégant où des centaines de livres, certains très anciens, côtoyaient des éditions récentes sur l'intelligence artificielle, la stratégie d'entreprise ou encore la philosophie. C'était son refuge, un endroit où les choses restaient là où il les avait laissées. Un après-midi, en cherchant un essai qu'il voulait relire, une vieille édition de L'homme unidimensionnel de Herbert Marcuse, il constata que le livre avait été déplacé. Il fronça les sourcils, certain de l'avoir rangé dans un autre rayon. Lorsqu'il le retrouva, il remarqua qu'il était entrouvert et une page semblait avoir été froissée, puis replacée à la hâte. Émile l'ouvrit prudemment. Une feuille pliée était dissimulée à l'intérieur, glissée entre 2 chapitres. Il la déplia, ses mains légèrement tremblantes. Ce n'était pas une lettre complète, mais plutôt un fragment. Des mots, griffonnés à la hâte, sans signature ni date précise. Mais l'écriture, fine et inclinée, était sans équivoque. C'était celle de Claire. Il reconnut certaines lettres par leur forme particulière, un S final qui ressemblait presque à une virgule, un nœud minuscule un peu aplati. Le texte disait « Je ne voulais pas revenir, mais je n'ai plus le choix. Ils pensent que j'ai ce qu'ils cherchent, et peut-être ont-ils raison. Je dois récupérer ce qui est à moi. Je me suis trop éloigné. Cette fois, je ne partirai pas sans cela. » Émile relut plusieurs fois la note.
Il tenta d'en déduire le sens, mais les phrases restaient volontairement vagues. « Ce qui est à moi » faisait-elle référence à un objet, à une personne, à une information? Et qui étaient ces « ils » ? Une ancienne entreprise? Des associés? Des ennemis? Le lien avec Kalios lui revint en mémoire. Cette société avait eu des comportements suspects lors de la tentative de rachat. Plusieurs failles avaient été détectées dans ces systèmes à l'époque, des essais d'intrusion que ces experts avaient alors jugés sans suite. Et si ce n'était pas un hasard? Si Claire avait été mêlée à cette opération? Il rangea soigneusement la lettre dans un dossier sécurisé, puis décida de fouiller davantage. Il commença par analyser les accès au réseau domestique. À sa grande surprise, une connexion non répertoriée était active la nuit, à des heures précises. Une machine différente de celles utilisées officiellement dans la maison se connectait brièvement au serveur distant. En suivant les journaux d'activité, il remonta jusqu'à un terminal utilisé dans le salon, un ordinateur discret qu'il laissait souvent allumé, pensant qu'il ne servait plus. Claire, donc, utilisait ces appareils, discrètement. Savait-elle qu'il finirait par s'en rendre compte? Ou bien commençait-elle à baisser sa garde? Le soir venu, elle se comporta comme à l'accoutumée. Préparation du dîner, petit échange de banalités, moment de lecture avec Louis. Mais désormais, chaque geste était analysé par Émile. Il nota qu'elle évitait son regard plus que d'habitude, qu'elle rangeait son téléphone très vite lorsqu'il entrait dans la pièce, qu'elle vérifiait parfois les fenêtres sans raison apparente. Il ne l'accusa de rien, pas encore, mais il décida de vérifier ses hypothèses. Il envoya discrètement la lettre à un expert en analyse comportementale et en cybercriminalité, quelqu'un en qui il avait une confiance totale. Il ne donna que peu d'informations, juste ce fragment de message et une description du contexte. La réponse arriva 2 jours plus tard. Selon l'expert, le ton de la lettre révélait un conflit interne, une personne déchirée entre une loyauté passée et une nouvelle réalité émotionnelle. La phrase « je me suis trop éloigné » pouvait indiquer qu'elle avait changé de camp ou qu'elle avait développé un attachement non prévu. Ce qui est à moi pouvait aussi signifier un enfant, une preuve ou un document important. Émile resta longtemps devant son écran, songeur. Claire, Louis, cette maison. Tout cela formait un équilibre instable, une illusion de normalité posée sur une mine à retardement. Il comprenait maintenant que l'histoire ne lui appartenait pas, qu'il n'en était peut-être qu'un pion. Et pourtant, malgré les preuves, malgré les signaux d'alerte, une partie de lui refusait encore de croire que Claire était simplement une manipulatrice. Il se souvenait de ses gestes tendres envers Louis, de son regard parfois perdu, parfois lumineux, de cette vulnérabilité qu'on ne feint pas si facilement. Mais le doute était là, et il savait qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Émile était rentré d'un court séjour professionnel à Berlin. Il n'était parti que 2 jours, mais le départ lui avait semblé plus lourd que d'habitude. Il avait hésité, presque annulé le déplacement à la dernière minute, un sentiment irrationnel de méfiance le poussant à rester. Pourtant, il s'était convaincu qu'un peu de distance lui permettrait d'y voir plus clair. L'absence, cependant, n'avait pas apporté la paix attendue, seulement une tension plus vive. Il arriva chez lui un jeudi en fin de matinée, plus tôt que prévu. Le ciel parisien était gris, mais la pluie s'était interrompue, laissant l'air chargé d'humidité. En entrant dans la maison, il remarqua immédiatement une atmosphère inhabituelle. Le silence n'avait plus cette qualité paisible. Il y avait un frémissement latent, un désordre subtil dans l'ordre parfait des choses. Il posa ses affaires dans le vestibule, ôta son manteau et monta directement à l'étage. La porte de son bureau, qu'il fermait toujours à clé, était entr'ouverte. Son cœur accéléra imperceptiblement. Personne n'était censé y entrer, pas même le personnel de nettoyage. Il s'approcha lentement, poussa la porte du bout des doigts. Claire était là. Elle fouillait dans un tiroir, ses mouvements rapides et nerveux. Elle sursauta en l'entendant entrer, se redressa d'un coup, les joues pâles, les yeux agrandis par la panique. Dans sa main, un dossier beige qu'elle tenait comme si elle s'était brûlée en l'ouvrant. « Qu'est-ce que vous faites? Ici » demanda-t-il d'une voix calme mais glacée. Elle bafouilla, tenta de poser le dossier sur le bureau avec maladresse. « Je cherchais quelque chose. Louis a perdu un dessin. Je pensais qu'il l'avait laissé ici. » Émile la fixa sans répondre. Elle mentait. Il le savait. Ce bureau était l'espace le plus personnel de la maison
et il n'y avait jamais laissé un dessin d'enfant. Claire baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû entrer. » Non, en effet. Un silence pesant s'installa entre eux. Il s'approcha lentement, récupéra le dossier, le replaça dans le tiroir qu'elle n'avait même pas refermé. Puis il referma le tout d'un geste sec. « Est-ce que vous me cachez quelque chose ?» demanda-t-il. Claire resta muette. Elle semblait chercher ses mots, mais rien ne sortait. Émile attendit encore quelques secondes, puis ajouta plus doucement « Si je vous ai ouvert ma porte, ce n'était pas pour que vous retourniez ma vie comme un champ de fouilles. » Elle releva la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je ne vous ai rien volé. Je ne suis pas ici pour ça. » Il ne répondit pas, se contentant de sortir du bureau. Elle le suivit dans le couloir, les mains tremblantes. « Émile, je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. » Il se retourna, la colère retenue perçant dans sa voix. « Alors expliquez. Parce que depuis que vous êtes ici, tout est flou. Chaque réponse, chaque silence, chaque appel au milieu de la nuit. Je trouve des lettres cachées. Je découvre que vous connaissez une entreprise qui a tenté de me ruiner. Et maintenant, je vous surprends à fouiller mes dossiers. » Claire chancela, s'appuya contre le mur. Son souffle était court, haché. « Je ne suis pas venu ici pour vous nuire. Je ne savais pas que vous étiez... vous. Pas au début. Je ne savais pas que ce serait vous qui m'ouvririez cette nuit-là. » Émile fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire, pas au début ?» Elle se tut, ses yeux implorant du temps, de la compréhension. « Je ne peux pas tout dire maintenant. Mais je vous jure que Louis n'a rien à voir avec ça. Il ne sait rien. Il croit simplement que nous avons trouvé un endroit sûr. » Émile sentit sa détermination vaciller. Le nom de Louis, prononcé avec cette fragilité, raviva une émotion qu'il essayait d'ignorer. L'enfant innocent, joyeux, lui avait donné un aperçu d'une vie qu'il ne s'était jamais cru capable d'avoir. Mais Claire était un mystère tissé de mensonges et de silence. Elle fit un pas vers lui. « Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. » Il la regarda longuement. Il aurait dû la mettre à la porte immédiatement, appeler les autorités, clore ce chapitre avant qu'il ne ruine davantage son équilibre. Mais il n'y parvint pas. Quelque chose, malgré tout, le retenait. « Très bien, dit-il enfin, mais à la moindre autre incohérence, je veux que vous partiez, sans discussion. » Elle hocha la tête, les larmes roulant maintenant librement sur ses joues. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il resta dans son bureau jusqu'au lever du jour, à relire des anciens échanges avec ses partenaires, à fouiller les liens entre Kalios, les brèches dans ses systèmes, les noms oubliés. Et toujours, une question revenait. Qui était Claire? Vraiment? Il sentait que le moment de vérité approchait, et il n'était plus certain de vouloir l'entendre. Les jours suivants furent tendus, ponctués de regards évités et de silences plus lourds qu'une colère éclatante. Claire restait la plupart du temps enfermée dans la chambre d'amis ou dans le jardin, accompagnant Louis sans jamais chercher la compagnie d'Émile. Louis, lui, continuait à se comporter comme un enfant heureux, inconscient des fractures subtiles qui se creusaient entre les adultes autour de lui. Il dessinait, chantait, demandait à Émile de l'aider à construire une cabane avec des coussins, sans remarquer les traits fatigués sur le visage de sa mère, ni la tension qui durcissait celui de son hôte. Émile, malgré le ressentiment qu'il nourrissait, ne parvenait pas à franchir le pas de l'expulsion. Il aurait dû la faire partir, l'obliger à affronter les conséquences de ses actes, mais chaque fois qu'il croisait le regard de Louis, un mélange de culpabilité et d'indulgence l'empêchait d'agir. Pourtant, il ne pouvait plus rester dans l'ignorance. Il lui fallait une explication, même partielle, même douloureuse. Il choisit une fin de journée pour la confronter. Louis jouait dans le salon, absorbé dans un puzzle, pendant que Claire rangeait quelques affaires dans la cuisine. Émile s'approcha, s'arrêta près du plan de travail sans parler. Elle sentit sa présence avant même qu'il ouvre la bouche, son dos se raidissant immédiatement. « Claire, il faut qu'on parle. » Elle se retourna lentement. Ses yeux étaient cernés, ses traits tirés. Elle ne chercha pas à fuir cette fois. Elle hocha simplement la tête et le suivit dans le bureau, qu'il referma derrière eux. L'espace était silencieux, feutré. Elle s'assit, droite, les mains posées sur ses genoux. Émile resta debout. « Je veux la vérité. Pas des fragments, pas des excuses, pas des demi-silences. Je veux savoir qui vous êtes, ce que vous faites ici, et pourquoi vous fouillez mes affaires. » Elle baissa les yeux, inspira profondément.
Lorsqu'elle releva la tête, son regard était ferme, presque résigné. « Je m'appelle bien Claire Dubois. Ce n'est pas un pseudonyme. J'ai travaillé dans le secteur de la technologie pendant plusieurs années. J'étais analyste pour une entreprise basée à Londres, qui s'appelait DataRisk au départ. Plus tard, elle a été absorbée par Calios. Elle vit ses sourcils se froncer à la mention du nom, mais poursuivit. J'avais un poste qui me donnait accès à des données sensibles. Mon supérieur direct, Marc Lefebvre, a commencé à me demander des choses. Limite. Rien d'illégal au début. Juste de l'analyse sur des sociétés concurrentes, des veilles de marché. Mais petit à petit, les demandes sont devenues plus précises, plus intrusives. On m'a demandé de récupérer des accès, de décrypter certaines structures de sécurité. Et toujours avec une promesse de promotion, de bonus, de reconnaissance. Émile restait silencieux. Elle continuait, sa voix plus tremblante. J'ai tenu bon un temps. J'ai refusé certaines missions. Et c'est là que les menaces ont commencé. Discrètes d'abord, puis plus claires. J'étais enceinte à l'époque, ils le savaient, ils ont fait pression. Quand Louis est né, j'ai tout arrêté. J'ai quitté l'entreprise. Je pensais que ce serait terminé, mais Marc m'a retrouvé. Il disait que je lui devais encore une mission, une dernière. Elle le regarda dans les yeux. Il m'a dit de me rapprocher de vous, de gagner votre confiance, de trouver un moyen d'accéder à vos données internes. Émile ne bougea pas, son visage fermé comme une façade de verre. Et vous l'avez fait. Claire hocha lentement la tête. Au début, oui, c'était un plan. Mais je ne savais pas que ce serait vous. Je ne savais pas que vous seriez cet homme-là. Je pensais un directeur quelconque, distant, pas quelqu'un comme vous, pas quelqu'un qui laisserait entrer une inconnue avec un enfant trempé. Sa voix se brisa un instant, mais elle reprit rapidement. Et quand j'ai vu comment Louis vous regardait, comment il s'ouvrait, j'ai compris que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Je ne pouvais pas trahir ça. Alors j'ai tout arrêté, je n'ai rien transmis, rien du tout. J'ai tenté de me faire oublier, de rester invisible, mais Marc n'a pas abandonné. Elle sortit un téléphone de sa poche, le posa sur la table. Il m'appelle encore. Il sait que je suis ici. Il me menace à demi-mot. Il veut ce que vous possédez. Il pense que j'ai déjà récupéré des données. Il croit que je joue encore pour lui. Émile s'approcha lentement du bureau, saisit le téléphone, parcourut quelques messages. Des numéros inconnus, des phrases courtes, menaçantes, des rappels voilés à une ancienne loyauté. Pourquoi ne pas être venu me voir dès le début? Parce que je pensais que vous me rejetteriez, que vous me prendriez pour une manipulatrice, que vous me dénonceriez. Il la fixa longuement. Tout ce qu'elle disait pouvait être un mensonge, une histoire bien construite. Mais dans sa voix, dans ses gestes, il percevait une fatigue réelle, une peur profonde. Elle n'avait rien à gagner à tout avouer maintenant, sauf peut-être sa propre paix. Il se détourna, marcha lentement jusqu'à la fenêtre. « Et maintenant ?» Elle répondit sans hésiter. « Je veux rester. Pas pour moi, pour Louis. Il a trouvé ici une sécurité qu'il n'a jamais eue. Je suis prête à partir si vous l'exigez. Mais je vous jure que je ne cherche plus rien, que je veux seulement qu'il puisse vivre normalement. » Un silence s'installa, pesant, dense. Émile ne donna pas de réponse immédiate. Il sortit de la pièce sans un mot, traversa le couloir et descendit dans le salon. Louis leva les yeux vers lui, sourit et courut dans ses bras. Ce soir-là, il ne dit rien à l'enfant. Il le coucha comme d'habitude, lui lut une histoire, éteignit la lumière. Mais dans son esprit, une guerre venait de commencer. Le lendemain, matin, Paris semblait figé dans une brume cotonneuse. Les rues étaient silencieuses, baignées dans une lumière grise, presque irréelle. Dans la maison d'Émile, une tension invisible semblait s'être logée dans chaque recoin. Claire avait à peine quitté sa chambre. Louis, toujours insouciant, déambulait dans les pièces avec l'énergie propre aux enfants. Mais même, lui, sans comprendre pourquoi, semblait parler plus doucement, jouer avec moins de bruit. Émile, quant à lui, alternait entre une colère sourde et une vigilance fébrile. L'aveu de Claire tournait dans sa tête comme une énigme non résolue. Elle avait parlé avec franchise, ou du moins en avait donné l'impression. Mais cela suffisait-il pour lui faire confiance? Était-il encore possible de discerner ce qui, chez elle, relevait de la sincérité ou de la stratégie? En fin d'après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau, un appel retentit depuis l'interphone de la grille d'entrée.
Il consulta l'écran de surveillance, habitué à ignorer les visiteurs non annoncés. Mais cette fois, un visage inconnu s'afficha, accompagné d'un ton poli mais insistant. « Bonjour, je m'appelle Marc Lefebvre. J'aimerais parler à Claire Dubois, s'il vous plaît. » Émile sentit un frisson glacé parcourir son dos. Ce nom, ce visage, il ne les connaissait pas personnellement, mais tout en l'homme évoquait quelque chose de précis, de dangereux. Il n'était pas un simple passant, ni un ami venu par hasard. C'était l'homme dont Claire lui avait parlé. Celui qui se dissimulait derrière les appels anonymes, les menaces, les silences. Il descendit calmement les escaliers, se dirigea vers le salon où Claire lisait, assise sur le canapé. En l'apercevant, il s'arrêta un instant, la contempla, cherchant à anticiper sa réaction. Elle leva les yeux, interrogeant son expression. « Il y a quelqu'un à la grille. Il dit s'appeler Marc Lefebvre. » Claire blêmit instantanément. Le livre glissa de ses genoux et ses mains se crispèrent contre le tissu du canapé. « Non, il ne peut pas être là. Il y est, et il demande à te voir. » Elle se leva d'un bond, les yeux écarquillés, la respiration courte. Elle tourna en rond une seconde, comme une proie cherchant une issue. « Je ne veux pas lui parler, ne le fais pas entrer. » Émile l'observait, silencieux. Son trouble ne semblait pas fin. Une véritable panique se lisait dans son regard. Il hésita, mais acquiesça d'un signe de tête. « Il ne mettra pas les pieds ici. » Il retourna à l'interphone, prit le combiné. « Je suis désolé, monsieur Lefebvre. Claire ne souhaite pas vous voir. Je vous demande de quitter les lieux. » Il n'y eut pas de réponse immédiate. Puis, une voix douce, mesurée, résonna dans le haut-parleur. « Ce n'est pas un choix qu'elle a, je reviendrai. Transmettez-lui mes salutations. » L'homme fit demi-tour et disparut du champ de la caméra, comme s'il avait simplement terminé une visite de courtoisie. Mais le malaise qu'il laissait derrière lui était profond. Claire restait figée, debout au milieu du salon. Louis, qui venait d'arriver en courant, s'arrêta net en voyant le visage de sa mère. Il se rapprocha lentement, posa une main sur son bras. « Maman ?» Elle s'agenouilla, l'enlaça sans dire un mot, comme si ce simple geste suffisait à la maintenir en équilibre. Plus tard, dans la soirée, Émile la rejoignit dans la cuisine. Elle y préparait un thé, ses gestes mécaniques trahissant son agitation. Il attendit qu'elle se tourne vers lui pour parler. « Qu'est-ce qu'il veut exactement ?» Elle secoua la tête, les yeux perdus dans le vide. « Il croit que j'ai encore accès à des choses que je ne veux plus toucher. Il pense que je peux encore lui être utile. Il ne supporte pas qu'on lui dise non. » « Tu l'as connu de près ?» Elle soupira. « Trop près, il était mon supérieur. Il m'a séduite, manipulée, puis utilisée. Quand j'ai refusé d'aller plus loin, il a commencé à me menacer. Pas directement. Toujours avec des mots polis, des propositions. Mais on comprenait vite qu'un refus n'était pas une option. Émile la regarda longuement. « Il sait que tu es ici. »« Comment ?» Elle hocha lentement la tête. « Il a des contacts partout. Des gens qui lui doivent des choses. Il est méthodique, il ne lâche jamais. » « Et maintenant ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, posant sa tasse avec lenteur, elle déclara d'une voix blanche. « Maintenant, il faut décider. Fuir encore, ou rester et l'affronter. » Ce soir-là, ils parlèrent longuement. Pour la première fois, il n'y avait ni accusation ni méfiance dans les échanges. Simplement une peur commune, une réalité qui les dépassait. Claire lui expliqua comment Marc obtenait ses informations, les pressions subies, les dossiers qu'il cherchait à récupérer. L'obstination presque obsessionnelle qu'il mettait dans cette traque. Émile, en l'écoutant, comprit qu'il ne s'agissait plus simplement de Claire et de son passé. Marc visait aussi ce qu'il représentait, sa société, son influence, ses secrets industriels, et désormais, sa maison. Dans les jours qui suivirent, il renforça la sécurité numérique de ses serveurs, changea les protocoles de connexion, imposa de nouvelles règles à son équipe. Mais au fond, il savait que cela ne suffirait pas. Marc ne cherchait pas seulement des données. Il cherchait à dominer, à posséder, à forcer ceux qui lui résistaient à plier. Et Émile n'était pas homme à plier. Le week-end suivant, l'apparition de Marc fut marquée par un calme trompeur. La maison demeurait silencieuse, presque figée dans une attente tendue. Claire ne quitta presque pas sa chambre. Louis sentait, confusément, que quelque chose n'allait pas, mais Émile fit de son mieux pour maintenir une apparence de normalité. Il joua avec l'enfant, proposa des promenades, lut des histoires avec un enthousiasme maîtrisé. Pourtant, son esprit restait
Ailleurs, obsédé par les ramifications de ce qu'il commençait à entrevoir, le nom de Marc Lefebvre, désormais ancré dans sa mémoire comme une menace sourde, ne cessait de revenir à la surface. Il avait entendu parler de lui dans des cercles professionnels sans jamais y prêter vraiment attention. Un financier ambitieux, un stratège discret, à la tête d'une société de conseil réputée pour ses méthodes peu orthodoxes. Rien de prouvable, tout dans le murmure. Émile, homme de preuve, décida qu'il était temps de chercher plus loin. Il activa des contacts dans les milieux technologiques et juridiques, fit appel à un ancien partenaire devenu consultant en renseignement économique. En quelques heures, des éléments troublants commencèrent à émerger. Marc n'était pas seulement un ancien supérieur de Claire, il était aussi associé principal dans un groupe d'investissement discret nommé Velantis Capital, un nom que peu connaissaient, mais qui, dans les coulisses de plusieurs rachats d'entreprises européennes, apparaissait toujours lié aux tentatives les plus agressives. Et parmi les dossiers de Velantis, un document en particulier attira l'attention d'Émile, un plan de rachat structuré de sa propre société, Laurent Technologies, datant de 6 mois auparavant. Ce document ne figurait dans aucun circuit public. Il s'agissait de notes internes, récupérées par un biais illégal que son contact n'avait pas souhaité lui révéler. Ce plan détaillait les faiblesses perçues dans son entreprise, des profils psychologiques de ses associés, des propositions de partenariats alternatifs, des stratégies d'usure juridique. Et parmi les éléments stratégiques mentionnés, un nom revenait, Claire Dubois. L'effet fut immédiat. Tout s'imbriquait. Claire n'était pas une victime secondaire. Elle avait été, au départ, un levier, un outil de déstabilisation, intégré à une stratégie bien plus vaste. Et même si elle disait avoir changé d'avis, même si son comportement récent semblait sincère, cela ne faisait que compliquer davantage la situation. Émile se sentait trahi, non seulement par ce que Claire avait eu, mais aussi par ce qu'il avait lui-même permis. Il s'était laissé désarmer. Il avait baissé sa garde. Pourtant, la colère qu'il croyait sentir se dissiper fut remplacée par une sensation plus complexe, car malgré tout, malgré l'infiltration, malgré le mensonge, il ne pouvait nier ce qu'il avait vu. Les regards entre Louis et sa mère, les gestes tendres, les moments de silence partagés. Il se souvenait du rire de l'enfant, du soin que Claire avait mis à ne jamais profiter de sa position, de son hésitation constante, comme si chaque pas dans cette maison était une trahison envers elle-même. Mais il fallait comprendre. Tout. Il interrogea plus en profondeur les liens entre Kallios, Velantis et Marc. Un schéma se révéla. Kallios avait tenté d'acquérir plusieurs entreprises liées à la cybersécurité dans les dernières années, échouant à chaque fois faute. D'accord. Velantis reprenait ses tentatives, en les enveloppant d'investissements apparemment neutres, un jeu d'échecs à plusieurs niveaux. Claire, recrutée initialement comme analyste technique, avait été progressivement impliquée dans les couches plus obscures de ces opérations. Et son refus d'obéir l'avait transformé en problème, à éliminer ou à faire taire. Émile, lucide, comprit qu'il n'était plus question de simples intentions ou de sentiments. Il s'agissait d'un affrontement de volonté, d'un territoire à défendre. Sa maison n'était plus un refuge, elle était devenue une cible. Et Claire, qu'il l'ait voulu ou non, en faisait partie. Il décida de convoquer une réunion avec son cercle rapproché de conseillers juridiques et numériques. Pas de nom, pas de contexte, juste une hypothèse à explorer. Que faire si une infiltration interne est détectée dans une entreprise par le biais d'une relation personnelle? Les réponses furent diverses, prudentes. La plupart conseillaient la rupture immédiate, le signalement discret, la mise en place de pare-feux humains et numériques. Mais Émile savait que ce modèle ne s'appliquait pas à lui. Il ne pouvait pas traiter Claire comme une suspecte ordinaire, ni Louis comme un simple dommage collatéral. Il en était incapable. Ce soir-là, il resta longuement dans son bureau, le regard fixé sur l'écran de son ordinateur sans vraiment lire ce qui s'y affichait. Il entendait Claire marcher à l'étage, entendait la voix douce de Louis demandant une dernière histoire, sentait le poids de leur présence comme une équation sans solution. Lorsque Claire descendit pour prendre un verre d'eau, il la rejoignit dans la cuisine. Ils se regardèrent un instant, sans parler. Puis il murmura simplement « Je sais que Marc et Velantis ont tenté de m'acheter, et que tu faisais partie du plan. » Elle ne répondit pas. Elle posa son verre, s'appuya contre le meuble, le regard bas. « Ce que je veux savoir, Claire, ce que je dois comprendre, c'est pourquoi tu es restée.
Pourquoi tu n'es pas parti quand tu as compris que je n'étais pas le genre d'homme à te croire aveuglément. Elle releva les yeux. Parce que j'ai vu en toi ce que Marc déteste, l'honnêteté, la constance, l'incorruptibilité. Et parce que Louis, elle s'interrompit, incapable de continuer. Émile ne demanda rien de plus. Il avait obtenu ce qu'il voulait, un éclair de vérité, même fugace. Mais désormais, il fallait agir, non plus pour découvrir, mais pour défendre. Car Marc ne reculerait devant rien, et la prochaine fois, il ne viendrait pas seul. Le ciel parisien était d'un gris uniforme étouffant, comme s'il pressentait l'imminence d'un bouleversement. Dans la maison d'Émile, le silence était devenu une matière lourde, chargée d'attente. Les jours précédents avaient été marqués par une veille constante. Claire évitait les fenêtres, vérifiait plusieurs fois les serrures, et Louis, malgré sa vivacité naturelle, avait compris qu'il se passait quelque chose qu'on ne voulait pas lui expliquer. Émile, de son côté, avait mis en place des mesures de sécurité supplémentaires, modifié ses protocoles internes, alerté ses conseillers juridiques. Mais il savait qu'il ne pouvait pas éternellement vivre sur le fil de l'anticipation. Il fallait affronter Marc, mettre un terme à ce jeu de masques, non plus par message, menace voilée ou hypothèse, mais dans un face-à-face inévitable. Il prit la décision de provoquer lui-même la rencontre, une manœuvre calculée, froide, méthodique. Il envoya à Marc un message bref, via un canal, sécurisé. Une invitation à discuter chez lui dans un environnement contrôlé. Une proposition formulée avec suffisamment de neutralité pour éveiller la curiosité, sans trahir l'objectif réel. Marc répondit dans l'heure suivante, avec un ton aussi poli que cynique. « Très bien, disons demain 16h, je viendrai seul comme vous. » Cette phrase, en apparence anodine, suffisait à prouver qu'il ne se considérait pas en position de faiblesse. Il venait confiant, peut-être même triomphant. Le jour dit, Émile aménagea son bureau avec une précision clinique. Il plaça un dispositif d'enregistrement discret, vérifia les canaux de surveillance, fit avertir discrètement ses contacts juridiques qu'il entrerait en communication à l'issue de l'entretien. Claire, informée de la décision, entra dans une colère glaciale. Elle refusa d'abord d'être présente, puis exigea finalement d'y assister, persuadée que Marc userait de ses armes habituelles, la manipulation, la provocation, les menaces à peine voilées. Elle ne voulait plus fuir. Elle voulait voir, dire, terminer ce qu'elle n'avait jamais osé affronter jusqu'ici. À 16h précises, Marc arriva. Vêtu d'un manteau sombre, son visage affichait ce sourire d'homme habitué à l'impunité. Il entra sans empressement, salua Émile avec une civilité teintée d'ironie, comme s'ils étaient deux collègues discutant d'un accord mineur. Lorsqu'il vit Claire, il haussa les sourcils, surpris mais pas déstabilisé. « Et tu es là? Je me demandais si tu aurais le courage. » Elle resta droite, les bras croisés, le regard fixé sur lui. Émile invita Marc à s'asseoir. Il s'installa lui-même derrière son bureau, laissant Claire debout à ses côtés. Le silence dura plusieurs secondes. Puis Marc, d'un ton presque désinvolte, lança « Alors, Émile, pourquoi cette charmante convocation? Tu veux sans doute parler de nos intérêts croisés ?» Émile ne répondit pas immédiatement. Il observa l'homme en face de lui. Ses gestes étaient maîtrisés, sa posture détendue, mais ses yeux brillaient d'un éclat d'arrogance contenue. Il savait qu'il avait perdu la confiance de Claire, mais croyait encore maîtriser la situation. « J'aimerais entendre votre version, surtout, sur Claire, sur Vélantis, sur ce que vous attendez de moi. » Marc éclata d'un petit rire sec. « Ma version? Allons, nous savons tous les deux que ce n'est pas nécessaire. Tu as compris. Elle t'a parlé. Et maintenant, tu cherches à savoir si tu peux me faire tomber ou si tu dois composer avec moi. » Claire intervint alors, sa voix ferme, tranchante. « Il ne composera pas avec toi. Plus personne ne devrait le faire. Je vais dire la vérité, Marc. Toute la vérité. » Il tourna la tête vers elle, son sourire s'effaçant légèrement. « Fais attention, Claire. Tu n'as pas idée de ce que tu perds en parlant ainsi. J'ai déjà tout perdu, sauf Louis, et je ne laisserai pas ton nom salir ce qu'il reste de moi. » Elle se tourna vers Émile, la voix plus tremblante. « Il m'a recruté pour m'approcher de toi. Il voulait que je m'installe, que je gagne ta confiance, que je trouve un moyen d'entrer dans ton système. J'ai accepté. J'étais désespéré, menacé. J'ai joué le jeu. Mais je n'ai rien transmis. Je n'ai jamais trahi. J'ai arrêté avant.
Parce que j'ai vu qui tu étais. Parce que Louis a trouvé ici quelque chose que je n'ai jamais pu lui offrir. Marc se leva lentement, les mains posées à plat sur le bureau. C'est donc cela, un petit drame moral. Tu penses que ton aveu changera quoi que ce soit? Tu crois que ça m'atteint? Tu étais un pion, Claire, un outil. Tu as choisi de t'émanciper, très bien. Mais les conséquences... Émile l'interrompit, la voix basse mais tranchante. Les conséquences, c'est moi qui vais les définir. Vous avez utilisé des méthodes d'infiltration, tenté de compromettre la sécurité d'une entreprise stratégique, mis en danger une femme et un enfant. J'ai tout ce qu'il me faut pour vous poursuivre. Marc haussa les épaules. Tu sais très bien que rien ne tiendra devant un tribunal. Je suis prudent, je ne laisse jamais de traces. Émile sourit. Il sortit une clé USB de sa poche, la posa sur la table. Celle-ci contient l'enregistrement de notre conversation et d'autres éléments récupérés sur ton réseau via des accès que tu n'as pas su contrôler. Pour la première fois, Marc pâlit légèrement. Il comprit que la partie lui échappait. Émile poursuivit. Tu as une semaine pour tout arrêter. Je veux que tu te retires de Velantis, que tu signes un accord de non-ingérence, que tu disparaisses de mon univers. Sinon, je dépose plainte et je publie tout. Le silence retomba. Marc reprit contenance, remit son manteau, s'approcha de Claire. Il la fixa longuement puis murmura « Tu regretteras ce choix ». Elle ne répondit pas. Lorsqu'il quitta la maison, le poids du non-dit resta en suspens. Claire s'effondra dans un fauteuil. Émile se servit un verre de whisky, mais aucun des deux ne parla immédiatement. Le soulagement se mêlait à l'incertitude. Ils avaient franchi une frontière, mais ce qu'il restait à bâtir se ferait désormais sur les ruines d'un mensonge, et peut-être sur la possibilité d'une vérité nouvelle. Le lendemain de la confrontation avec Marc, le soleil brillait faiblement sur Paris, comme si la ville elle-même hésitait à tourner la page d'une nuit trop lourde. Dans la maison d'Émile, le calme apparent contrastait violemment avec les décisions complexes qui se dessinaient. Claire s'était enfermée dans sa chambre dès le départ de Marc, et elle n'en était pas ressortie. Louis, comme d'habitude, apportait une légèreté presque irréelle à cette atmosphère. Tendu, il chantonnait en construisant une tour avec des blocs de bois, inconscient de l'orage émotionnel que son monde d'adulte traversait. Émile, de son côté, n'avait pas dormi. Pas une minute. Toute la nuit, il avait pesé chaque mot, chaque infime détail de la conversation avec Marc. Il revoyait le regard de Claire lorsqu'elle avait tout avoué. Ni suppliant, ni froid. Juste humain. Trop humain. Et cela compliquait tout. Il n'était pas seulement face à une trahison. Il faisait face à une femme qui avait été contrainte, manipulée, et qui, malgré tout, avait choisi une autre voie. Une femme qui n'avait rien volé, qui avait désobéi à ses ordres, et qui s'était exposée à la colère d'un homme comme Marc. Pourtant, les faits restaient les faits. Claire avait menti. Elle avait été envoyée pour infiltrer, et même si elle avait reculé, même si elle n'avait rien transmis, elle avait initialement accepté ce rôle. Cela suffisait pour qu'Émile soit en droit de la dénoncer, de la faire partir, de reprendre sa vie sans elle. Mais cette option, qu'il avait d'abord considérée avec froideur, semblait désormais insupportablement violente. Louis. Ce prénom revenait sans cesse dans ses pensées. Le petit garçon n'était responsable de rien et pourtant, il serait le plus impacté. Lui arracher ce semblant de stabilité qu'il avait enfin trouvé revenait à le punir pour les fautes d'un adulte. Ce fut Louis lui-même qui, sans le savoir, força la décision. En fin de matinée, Émile était assis dans le salon, son regard perdu dans le vide. Louis entra en courant, tenant un dessin à la main. « Regarde, c'est toi et maman et moi, on est dans le jardin. » Il tendit fièrement la feuille. 3 silhouettes colorées, un soleil maladroit, un chien imaginaire. Émile prit le dessin, incapable de parler. Louis s'assit à côté de lui, comme s'il sentait que ce moment comptait. « Tu ne vas pas nous renvoyer, hein ?» La question, posée avec une innocence brutale, le frappa de plein fouet. Il ne répondit pas immédiatement. Il fixait le dessin, les 3 personnages, ce monde inventé dans lequel tout semblait à sa place. Louis attendait, sans bouger. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce que j'ai entendu maman pleurer cette nuit. Elle croit que tu es fâché et que tu ne veux plus de nous. » Émile posa le dessin, pris d'un vertige intérieur. L'enfant comprenait plus qu'il ne le laissait croire. Il voyait, il ressentait, et il portait en silence l'angoisse de sa mère.
Louis, ce n'est pas si simple. Mais on t'aime. Moi, je t'aime. Et maman aussi, je crois. Elle dit rien, mais je sais. » Ces mots, prononcés sans artifice, laissèrent les derniers doutes. Émile comprit qu'il n'était plus un observateur extérieur. Il était devenu malgré lui un pilier de leur existence. Et il devait choisir. Non en tant que patron ou stratège, mais en tant qu'homme. En tant qu'être humain. Il se leva, la gorge nouée, et monta lentement l'escalier. Il frappa à la porte de Claire. Elle ouvrit presque aussitôt, comme si elle l'attendait depuis des heures. Son visage était marqué par la fatigue, mais elle se tenait droite, prête à affronter ce qui viendrait. « Je ne veux pas que tu partes, » dit-il simplement. Elle cligna des yeux, incrédule. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Il continua. « Je devrais. Tout me dit que je devrais. Mais je ne peux pas. Pas après ce que j'ai vu, pas après ce que j'ai entendu. Tu as fait une erreur, oui, une grave. Mais tu as aussi refusé d'aller jusqu'au bout. Tu as protégé ton fils. Tu m'as protégé d'une certaine manière. » Elle baissa les yeux. « Tu n'as pas à me pardonner, je n'ai rien à exiger. Je ne te pardonne pas, pas encore. Mais je suis prêt à essayer, pour Louis, pour moi, et peut-être pour toi aussi. » Un silence s'installa. Claire ferma les yeux, un souffle profond s'échappant de ses lèvres. Elle ne pleura pas. Elle s'approcha simplement, posa une main sur la sienne. « Merci. » Ce mot simple, bouleversant, marquait un tournant. La confiance fracassée devait être reconstruite pierre par pierre, mais le terrain existait. Un terrain commun, un terrain possible. Dans les jours qui suivirent, la vie reprit doucement son cours. Claire proposa de partir malgré tout. Émile refusa. Il établit des règles, plus de secrets, plus de zones d'ombre. Il prit aussi des mesures concrètes. Un contrat de confidentialité, des limites d'accès à certaines pièces, une surveillance régulière des systèmes informatiques, non pas pour la punir, mais pour structurer une nouvelle relation, fondée sur des bases plus solides. Louise, lui, ne posa plus de questions. Il semblait simplement heureux, présent, entier, comme si son monde intérieur avait retrouvé son équilibre. Et Émile, pour la première fois depuis longtemps, se surprit à espérer. Non un retour au passé, mais l'invention de quelque chose de nouveau, une manière d'habiter l'incertitude sans céder à la peur. Car il savait désormais que les choix les plus difficiles sont ceux qui façonnent réellement ce que nous devenons. Le printemps s'installait doucement à Paris, apportant avec lui une lumière neuve, des odeurs de fleurs éclosant dans les jardins, des promesses silencieuses de renouveau. Dans la maison d'Émile, cette saison de transformation semblait s'étendre aux habitants eux-mêmes. Après les semaines d'angoisse, les confrontations, les décisions irréversibles, un calme fragile mais sincère avait commencé à s'installer. La méfiance, si longtemps tapie entre les murs, avait reculé, remplacée par une forme d'acceptation prudente. Claire n'était plus une invitée ambiguë, ni une ombre menaçante dans les couloirs. Elle était là, présente, assumée. Et Émile, sans s'en rendre compte, avait cessé de la regarder avec les yeux d'un homme trahi. La reconstruction ne fut pas instantanée. Chaque jour apportait son lot de tensions discrètes, de doutes refoulés, de maladresses que chacun s'efforçait de corriger. Claire tenait à respecter les limites fixées par Émile. Elle évitait d'entrer dans son bureau, ne touchait plus à aucun de ses appareils, laissait volontairement son téléphone visible, ouvert, accessible. Elle se montrait attentive, sans jamais chercher à s'imposer. Elle ne posait pas de questions sur les affaires d'Émile, se contentait de vivre, d'écouter, de s'occuper de Louis avec une tendresse qui, elle, n'avait jamais varié. Émile, de son côté, oscillait entre vigilance et relâchement. Il avait l'habitude de tout contrôler, de tout anticiper. Mais face à Claire, cette stratégie trouvait ses limites. Il comprenait désormais que le contrôle ne pouvait tout réparer. Il commença à lui parler de manière plus naturelle, à partager des réflexions, des anecdotes, parfois même des souvenirs. Rien de trop intime, mais suffisamment pour que la distance se réduise. Il l'observait souvent sans qu'elle s'en rende compte, cherchant dans ses gestes une confirmation qu'elle avait vraiment changé. Et chaque jour qui passait sans incident renforçait cette impression. Elle n'était plus celle qu'elle avait été envoyée pour être. Louis, quant à lui, était devenu le trait d'union silencieux entre les deux adultes. Il passait ses journées à rire, courir, poser des questions. Il dessinait sans cesse, laissant partout dans la maison des feuilles pleines de formes et de couleurs.
Il demandait souvent à Émile de lui lire des histoires le soir, même lorsque Claire était disponible. Et chaque fois qu'ils étaient tous les trois réunis autour de la table, un fragile équilibre s'installait presque naturel. Un samedi matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, Claire posa une main légère sur le bras d'Émile. « Je voulais te dire merci pour ne pas avoir cédé à la peur, pour avoir cru qu'une autre voie était possible. » Il la regarda quelques secondes, puis hocha simplement la tête. « Je n'ai pas encore tout oublié, mais je n'ai plus envie de me souvenir comme avant. » Ces mots, simples, marquèrent un tournant. Dans les jours suivants, Claire reprit une activité professionnelle. Sur proposition d'Émile, elle commença à travailler à distance pour une petite maison d'édition dans la correction de manuscrits et la rédaction de contenu. Une activité discrète, loin de la technologie, loin des enjeux industriels. Elle s'y consacra avec sérieux, heureuse de retrouver un rythme, un sens. Elle se rendait parfois dans une librairie du quartier où elle avait noué un contact avec la propriétaire, une femme bienveillante qui ne posait pas de questions, et lui proposa bientôt quelques heures par semaine pour l'aider à classer les rayons. Louis entra dans une école à proximité, un établissement modeste mais chaleureux. Il s'y intégra rapidement, trouvant chez ses camarades un monde aussi curieux et imaginatif que le sien. Émile l'accompagnait parfois le matin, main dans la main saluant les enseignants avec un mélange de fierté et de discrétion. Il ne disait jamais qu'il n'était pas le père, il ne disait rien du tout, et personne ne demandait. Dans ce quotidien reconstruit, certains souvenirs persistaient. Marc avait disparu, mais son ombre planait encore dans les pensées de Claire. Émile avait activé un réseau juridique pour suivre ses mouvements, s'assurer qu'aucune menace ne ressurgirait. Rien n'indiquait un retour, mais tous savaient que le silence de ce genre d'homme était rarement synonyme d'oubli. C'était un recul stratégique, pas un abandon. Alors il vivait, malgré cette possibilité, non dans la peur mais dans la conscience que la paix est souvent une parenthèse qu'il faut chérir. Un soir, Émile invita Claire à dîner à l'extérieur. Une première. Il avait réservé une table discrète dans un restaurant du quartier latin. Claire accepta, émue, sans chercher à comprendre le sens profond du geste. Le repas fut simple, sans prétention. Ils parlèrent de tout, sauf de ce qui les avait liés au départ. Ils rirent même doucement, comme deux personnes qui s'apprivoisent, conscientes du poids du passé, mais désireuses de bâtir autre chose. Sur le chemin, du retour, ils marchèrent lentement dans les rues pavées, le silence entre eux devenant complice, non pesant. Devant la maison, Claire s'arrêta, le regard tourné vers les fenêtres illuminées. « Je ne pensais jamais trouver un endroit où je me sentirais à ma place. » Émile resta quelques secondes sans répondre. « Peut-être que les places se construisent, pas se trouvent. » Elle hocha la tête. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans peur. Lentement, méthodiquement, sans éclat ni drame, il reconstruisait. Non pas une vie parfaite, mais une vie possible. Et dans le cœur de chacun, l'idée que parfois, le pardon ne vient pas d'un mot, mais d'une présence qui perdure, jour après jour. L'été approchait, et Paris retrouvait ses couleurs vives, ses rires dans les rues, le murmure des conversations en terrasse, les enfants jouant sur les places ensoleillées. La ville respirait une douceur qui semblait s'accorder au nouveau. Rythme de vie qu'Émile, Claire et Louis avaient adopté. Dans leur maison, les ombres de l'hiver et de la pluie avaient peu à peu disparu. Ce lieu qui avait d'abord été un abri, une cachette, était devenu une demeure réelle, habité de gestes simples, d'habitudes partagées, de silences apaisés. La transformation avait été lente, patiente, presque invisible. Mais elle était là, solide, incontestable. Claire avait trouvé un équilibre dans sa nouvelle vie. Elle travaillait désormais à temps complet dans la petite librairie du quartier, une boutique ancienne nichée entre une boulangerie et une boutique de vinyle, dont la devanture bleu pâle attirait les passants. Elle passait ses journées, entre les rayons, à conseiller des romans, classer des ouvrages, échanger avec les lecteurs fidèles. Elle parlait peu de son passé, sauf à Émile, avec qui elle partageait désormais des conversations profondes, sans filtre. Dans le regard de ceux qui la côtoyaient, elle n'était plus une femme fuyante ou inquiète. Elle était Claire, la nouvelle collègue cultivée, attentive, parfois rêveuse. Louis, lui, s'épanouissait dans son école. Il avait appris à lire plus vite que ses camarades, fasciné par les histoires et les mots. Il écrivait de petits récits qu'il laissait dans la cuisine pour qu'Émile les lise au petit déjeuner.
Il posait des questions sur le monde, sur les ordinateurs, sur les planètes, sur les sentiments. Il appelait Émile « tonton » devant les autres, mais dans les moments de tendresse, il lui disait « papa » à voix basse, comme une évidence, qu'il n'osait pas encore assumer pleinement. Et Émile, à chaque fois, ne le corrigeait pas. De son côté, Émile avait profondément changé. Il avait revu sa façon de travailler, délégué davantage, réorganisé ses priorités. Il passait moins de temps enfermé dans son bureau, plus de temps à marcher dans les rues, à cuisiner, à lire autre chose que des rapports d'activité. Il s'était rapproché de collaborateurs de confiance, réajusté sa stratégie d'entreprise pour intégrer une dimension plus humaine, plus responsable. Il parlait souvent avec Claire des conséquences de ses choix, de l'avenir, de la façon dont la technologie pouvait aussi servir ceux qui n'en avaient pas les clés. Leur quotidien s'était politisé, sans se radicaliser. Il y avait chez eux un désir de réparer, à leur échelle, les structures injustes qu'ils avaient autrefois côtoyées, ou même servies sans le vouloir. Ils vivaient désormais dans une forme de routine heureuse. Le matin, chacun avait son rythme. Claire partait à pied à la librairie, Louis la suivait jusqu'à l'école et Émile prenait le temps de boire son café dans la cuisine en lisant les mots que Louis avait laissés. Le soir, ils dînaient ensemble, souvent avec des recettes improvisées par Émile, que Claire corrigeait en souriant. Les discussions étaient simples. La lecture d'un auteur, une anecdote d'école, un souvenir, un projet de week-end. Samedi, ils décidèrent de revisiter la place de la Bastille. Louis n'y était jamais allé. Ils marchèrent sous un ciel dégagé, observèrent les passants, écoutèrent un musicien jouer du violon sous l'arche. Claire, en regardant la colonne au centre de la place, murmura quelque chose qu'Émile entendit à peine. « C'est ici que j'ai su que je devais tout quitter. » Il ne répondit pas. Il lui prit la main, doucement. Elle tourna la tête vers lui et lui sourit. Pas un sourire de façade, un sourire entier, présent. Ce jour-là, ils firent une promesse tacite, ne plus revenir en arrière, ne plus redouter les souvenirs, vivre, tout simplement, avec les doutes, les cicatrices, mais aussi avec la certitude que leur histoire ne s'était pas construite malgré les épreuves, mais à travers elles. Quelques semaines plus tard, Claire reçut une offre de collaboration pour rédiger un recueil de nouvelles basé sur son expérience. L'éditeur, intrigué par sa plume discrète dans des forums littéraires en ligne, ne connaissait rien de son passé. Elle hésita, en parla à Émile. Il l'encouragea. Elle accepta. Écrire devenait une manière de déposer, sans trahir, ce qu'elle avait traversé. Marc, quant à lui, ne donna plus aucun signe. Les avocats d'Émile confirmèrent que Vélantis avait été démantelé, ou du moins éclaté en entité nouvelle. Les poursuites n'étaient plus nécessaires. Le danger semblait écarté. Mais Émile et Claire savaient qu'un monde comme celui de Marc ne disparaissait pas vraiment. Il se réinventait ailleurs, avec d'autres noms. La vigilance demeurait, mais elle n'entravait plus leur quotidien. Un soir, assis dans le jardin à l'arrière de la maison, Émile observa Louis courir autour d'un cerisier en fleurs. Claire, assise à ses côtés, lisait un recueil de poésie. Il se tourna vers elle. « Tu te souviens de cette nuit sous la pluie ?» Elle hocha la tête, le regard tourné vers l'enfant. « Je croyais que c'était la fin. Moi, je n'avais même pas conscience que c'était un début. » Ils restèrent en silence. Le vent léger faisait frémir les feuilles. La ville autour d'eux vivait, s'agitait, changeait, mais dans leur jardin, tout semblait suspendu. Et pour la première fois depuis longtemps, Émile sentit qu'il n'attendait plus rien. Il était là, présent, complet. Ils n'étaient pas une famille classique. Ils étaient un regroupement d'âmes cabossées, de chemins détournés, de rencontres improbables. Mais ils étaient là, ensemble, et cela suffisait.